On va appeler notre premier invité. Il s'agit de Thierry Pouche. Merci de l'accueillir. Alors Thierry, pour te présenter, j'ai besoin de mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc tu es économiste, tu es chef du service études, références et prospectives à la direction économie des agricultures et des territoires, à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de Paris. Tu es chercheur associé, habilité à diriger des recherches à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et au laboratoire Regard. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ça ira très bien. Alors, Thierry, je te donne la zapette. Thierry m'a fait la bonne surprise de changer le titre en fait de son intervention. Donc, ce que vous avez au recto de votre badge, c'est pas tout à fait le même titre, mais bon, ça y ressemble quand même. On reste quand même sur l'élevage, donc tu ne vas pas nous parler d'un tout autre sujet. Et on va donc introduire cette journée par, comme Thierry l'a indiqué, des contextes extrêmement forts qui impactent de manière forte également l'ensemble de nos systèmes d'élevage. Thierry, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Julien. Bonjour. Et merci d'avoir pensé à moi pour introduire votre journée qui s'annonce d'une richesse assez profonde. Bien, Madame la directrice a rappelé que nous étions dans une période complexe qui nécessitait parfois de franchir les frontières disciplinaires. C'est tout à fait exact. Et les économistes s'en rendent compte de plus en plus. Nous sommes dans une phase de changement de paradigme productif, mais lequel s'annonce? Y a-t-il des résistances? Donc ça nécessite évidemment de beaucoup travailler, de se lever tôt et de se coucher tard. Alors, première séquence, avant de parler des choses compliquées et graves, il y avait, si je peux me permettre, un projet de dessiner un avenir radieux autour d'un nouveau modèle qui pouvait être plus respectueux de l'environnement, essayer de moins polluer, de moins porter atteinte au sol, etc. Donc il y avait des attentes multiples, des attentes exprimées par les pouvoirs publics, par les entreprises, par les consommateurs, mais aussi par tout un corpus de militants qui se joignaient un petit peu au débat. Alors, on est quand même dans une année finissante 2022, qui est une année d'anniversaire, l'anniversaire de la PAC 1962. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose sur cet anniversaire, moi pas. Le rapport Meadows 1972, qui déjà nous alertait des problèmes qui seraient devant nous si nous continuions à adopter un modèle de croissance aussi intensif. Et puis il y a eu toutes les COP successives, les conférences des partis, jusqu'à récemment le succès mitigé de la conférence de Sharm el-Sheikh. On sait que le système alimentaire mondial et la production agricole émettent des gaz à effet de serre, du méthane, du protoxyde d'azote, etc. Et donc il fallait prendre à bras-le-corps ces sujets pour essayer d'aller dans un sens différent et essayer de se projeter dans l'avenir. D'autant plus qu'il y avait des crises climatiques de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapprochées dans le temps, sécheresse, inondations, grêle, gel, parfois avec une précocité assez impressionnante. On l'a encore vu cette année ou l'année dernière. Donc, la politique agricole commune a intégré dans ses réformes la dimension environnementale et a fixé un certain nombre d'objectifs autour de la transition agroécologique, ce que certains ont pu appeler l'écologisation de la politique agricole commune, avec évidemment, plus récemment, le fameux Green Deal, qui a suscité évidemment beaucoup de débats, beaucoup de remous autour des résultats d'études d'impact qui ont été réalisés ici ou là. Quoi qu'il en soit, nous étions dans une phase active de
projection vers une reconfiguration de ces paradigmes productifs, et notamment en agriculture. Mais on savait qu'il y aurait à la clé des investissements massifs à réaliser, et j'y reviendrai tout à l'heure. À partir de quels moyens financiers et pour quelles perspectives de rentabilité des capitaux investis. Donc on le sait, que ce soit sur une région asiatique qui se développe, qui connaît une industrialisation accélérée et qui émettra à l'horizon 2050 le plus de gaz à effet de serre. C'est les petits bâtonnets qui sont prédominants dans ce schéma. Ensuite, évidemment, les températures qui vont s'élever ici ou là, plus ou moins fortement, avec, en plus, pour les agriculteurs et les céréaliers en particulier, un tassement des rendements depuis maintenant plusieurs années qui pose la question donc de la dégradation des sols, de la question est-ce qu'on peut inventer de nouvelles variétés qui soient plus résistantes à tel ou tel aléa. Ça, c'est pour le constat. Ensuite, nous avons eu des consommateurs qui se sont aperçus qu'effectivement, comparativement aux générations précédentes, la quantité était moins importante que la qualité. Et donc, on est passé sur une période de 1950-1960 où le plus, c'était mieux, à une période à partir de la fin des années 90, début des années 2000, où le moins, c'était mieux, avec une priorité, la qualité, et parfois les consommateurs associés, et on l'a bien vu avec la pandémie, la consommation d'aliments et la santé publique, bien évidemment. D'où l'expression One Health, qui évidemment était pas mal en circulation ces dernières années. Alors pour le secteur agricole, évidemment, c'était, que ce soit pour les productions végétales ou les productions animales, se tourner vers un avenir différent, vers des méthodes de production, des pratiques culturales, des pratiques d'élevage qui tournaient le dos à ce qui s'était passé évidemment depuis le début des années 60. Donc une intensification écologique, pour ne prendre que cet exemple, des rotations de culture, on le voit bien dans la nouvelle PAC et dans le cadre des éco-régimes. Les productions animales, c'est tourner vers l'élevage extensif avec les qualités, les caractéristiques des systèmes herbagés, le plein air, la réduction de la consommation de viande, évidemment, et bovine en particulier. Tout cela incitait le consommateur à se pencher vers le retour à une certaine forme de saisonnalité dans son acte de consommation, voire même à rapprocher le producteur du consommateur. On l'a bien vu même au moment de la pandémie, puisqu'on ne pouvait pas circuler trop loin, il s'agissait d'aller s'approvisionner au plus près. Et puis, la problématique de la réduction des gaspillages a évidemment été largement débattue, et c'est quelque chose qui maintenant constitue une piste possible. Sauf que toutes ces perspectives, toutes ces recommandations, parfois même ces directives, rentrent dans des formes de paradoxes. D'abord, le succès des 60 dernières années, qu'on le veuille ou non, avec la PAC, l'autosuffisance alimentaire, dont on parle beaucoup, le fait que l'Europe soit aussi une puissance agro-exportatrice et puisse rivaliser avec les grands géants agricoles de ce monde, tout cela est contesté et pourtant ça a été un succès. Rien que sur l'autosuffisance alimentaire, on ne peut pas revenir là-dessus, c'est quelque chose qui avait été fixé comme objectif et nous l'avons atteint. Donc toutes les perspectives que je viens de retracer sur le climat et le changement de paradigme productif suscitent de ce point de vue-là des résistances, le modèle antérieur pouvant être jugé indépassable, réformable peut-être, mais en tout cas indépassable. Et cela s'inscrit dans une société française, mais pas seulement, mais je restreindrai mon propos à cela, une société française qui se fragmente. Si vous prenez tous les travaux faits par Jérôme Fourquet, le directeur des études d'Ipsos, nous sommes dans une société en archipel, c'est-à-dire que nous avons des difficultés à répondre aux orientations qui nous sont proposées par un projet collectif
comme cela avait été fait à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Si on prend l'exemple des agriculteurs qui se présentent comme des gardiens de la nature et des paysages, qui ont un lien intime avec le vivant, eh bien, cela est contesté puisque les performances agricoles qui ont été accomplies sont jugées dévastatrices pour le climat et pour les citoyens et pour l'avenir des générations futures. Donc on a une mutation à accomplir, mais quelle mutation? Vers quel nouveau modèle? On parle beaucoup d'un côté d'agriculture de précision, d'agroécologie, d'agriculture biologique, d'agriculture régénératrice, de bioéconomie. La bioéconomie est un concept tout à fait important parce qu'elle permet de montrer que la production agricole peut avoir différents usages, des usages évidemment alimentaires, des usages non alimentaires, industriels, voire même aujourd'hui énergétiques. Donc là aussi, on est sur des perspectives de mutation, mais des mutations qui vont nécessiter des capitaux. Est-ce que les capitaux propres des exploitants agricoles seront suffisants? Est-ce qu'il va falloir ouvrir le capital de l'exploitation agricole à des capitaux extérieurs, des fonds de pension, des banques, des compagnies d'assurance, des start-up, etc. Toutes ces questions sont aujourd'hui posées, bien évidemment. Historiquement, l'agriculture, si on regarde un petit peu du côté des historiens de la pensée économique, a toujours été une affaire d'État d'une certaine façon, et en particulier en Occident. Ces États se sont dotés de politiques agricoles parfois, et les mutations actuelles, bien évidemment, incitent agriculteurs et entrepreneurs à davantage d'autonomie vis-à-vis de ces politiques publiques. On le voit bien avec les plans stratégiques nationaux. Une petite réserve tout de même sur ces perspectives qu'on nous annonçait, sur ces directives qu'il fallait emprunter. Avec combien d'agriculteurs allait-on réaliser cette mutation vers un nouveau modèle? Je vous rappelle, ce qui est désormais bien connu, que le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. En France métropolitaine, nous sommes passés en dessous des 400 000 exploitants en France, donc, avec en contrepartie une augmentation de la surface de ces exploitations agricoles. Donc moins d'agriculteurs, certains qui restent sont vieillissants, ceux qui arrivent sont mieux formés et s'interrogent quand même globalement sur les capacités de financement pour accomplir cette mutation. Ça, c'était le monde d'hier d'une certaine façon, ce qui ne veut pas dire que c'est écarté, mais vous avez eu quand même deux virus, un coronavirus et un deuxième coronavirus, qui ont constitué deux chocs fondamentaux qui ont pu, d'une façon ou d'une autre, remettre en cause les perspectives qui avaient été tracées antérieurement. Alors, quelques rappels. L'Ukraine et la Russie, si cette guerre a constitué un véritable choc, c'est parce qu'il s'agit quand même de deux géants agricoles sur la scène mondiale, que ce soit en blé tendre, en orge, en maïs, bien sûr, en tournesol, graines, huile ou tourteaux. La Russie et l'Ukraine étaient quand même des acteurs prépondérants sur les marchés internationaux. Et il suffit que la capacité de production de l'Ukraine soit endommagée par cette guerre pour qu'il y ait un affolement général sur les marchés, au point que le conflit pourrait ou semblerait maintenant surplomber les fondamentaux des marchés, même si c'est assez discuté en ce moment. Alors des chocs sur les prix, qui avaient déjà précédé la guerre d'une certaine façon, avec tous les plans de relance, le choc récessif qu'on a connu pendant la pandémie. La récession en France, c'est moins 8%. Il a fallu adopter des plans de relance pour sortir de cette ornière, et ça a été accompli. Mais ces plans de relance, en tirant la croissance vers le haut, a occasionné évidemment une demande de matières premières, qu'elles soient agricoles, minières ou énergétiques, vers le haut. Donc la flambée des prix est déjà annoncée au moment de la reprise. La guerre ne fait qu'aggraver considérablement cette flambée des prix, à tel point que même si nous avons assisté depuis quelques semaines à des replis sur les prix, il y a non seulement de la volatilité qui s'est installée depuis déjà un certain temps, mais nous sommes parfois au-dessus encore des niveaux qu'on avait observés au moment de la crise économique et financière de 2008, qui était déjà considérée comme une phase de flambée assez profonde.
Vous avez le prix du gaz qui lui aussi connaît un repli assez significatif depuis quelques semaines, voire quelques mois. Les États ont constitué des stocks, il y a une croissance qui commence à ralentir, donc il y a un peu moins de demande, mais il n'en reste pas moins que nous sommes encore très au-dessus du niveau d'avant-guerre. Sans oublier que la dépendance de l'Union européenne au gaz russe se situe à hauteur de 40%, et que dans quelques jours, il va y avoir un embargo sur les importations russes qui va poser un certain nombre de problèmes pour les approvisionnements alternatifs, donc Qatar, Norvège, Algérie, etc. La bataille pour s'approvisionner va probablement s'engager. Donc les alternatives au pétrole, c'était déjà engagé avant, mais là aussi on tombe sur une problématique assez intéressante, puisque, comme vous l'avez appris, je pense, il y a quelques semaines aussi, on a remis en service une mine de charbon dans l'est de la France, du côté de Saint-Avold. L'Allemagne importe du charbon aussi d'un pays d'Amérique latine pour continuer à avoir de l'électricité, etc., etc. Donc vous voyez que la pandémie et la guerre ont finalement reconfiguré l'économie mondiale des matières premières, puisque dans les chaînes d'approvisionnement, il va y avoir des mutations assez importantes en fonction des intérêts nationaux de chacun. Il suffit de rappeler pour ça le plan de l'Allemagne, le plan énergétique de 200 milliards d'euros qui a été adopté par le chancelier Scholz sans aucune consultation de ses partenaires européens, bien évidemment. Alors tout cela a entraîné, bien évidemment, du fait du coût de l'aliment pour animal, une augmentation des coûts de certaines viandes. Bon, pour le porc, ça a été significatif, même si ça se replie maintenant depuis quelques semaines. Et puis en lait, bien évidemment, nous avons aussi une hausse significative des cours, avec des différences importantes selon les laits, que ce soit le lait conventionnel ou le lait issu de l'agriculture biologique, de l'élevage biologique. On sait qu'il y a une crise importante sur le secteur de l'agriculture biologique. Sans oublier évidemment le coût des intrants, que ce soit le gaz, le pétrole, l'électricité, tout ce qui entre dans les processus de production en tant que consommation intermédiaire, mais tout ce qui relève aussi du chauffage des bâtiments d'élevage, du chauffage des serres, et ainsi de suite. Il y a une grande préoccupation, évidemment, pour les mois qui viennent. Et quand vous regardez l'évolution des prix des intrants par OTEX, c'est quand même très contrasté, mais pour certains, ça relève évidemment d'un alourdissement du coût de ces intrants qui peut fragiliser la trésorerie des exploitations. Toute la question va être de savoir pour l'année 2003 si le ciseau des prix va se mettre en action avec des prix qui vont s'inverser et des coûts qui resteront élevés. Or, avec ce qu'il est en train de se passer en Chine, ralentissement de la croissance, reprise de l'épidémie, contestation sociale, eh bien, on a un décrochage depuis hier ou depuis 48 heures des cours des matières premières, et notamment du pétrole et du blé, sachant que la Chine ne représente pas pour le moment une perspective d'écoulement des productions. Alors, troisième séquence, le retour de l'inflation, puisque je crois que ça va figurer dans les interventions suivantes. Quelle est cette inflation? Est-ce qu'on imagine que depuis 30 ou 40 ans, toutes les politiques économiques qui étaient orientées vers la désinflation, essayer de faire en sorte, notamment dans la zone euro, qu'on gravite autour de 2%, l'un des fameux critères de convergence, eh bien là, la zone euro, c'est 10%, un peu plus de 10%. Et Madame Lagarde, la directrice de la Banque centrale européenne, a annoncé que l'inflation n'est pas terminée et qu'il va falloir se préparer à de nouvelles hausses durant l'année 2023. C'est dû essentiellement au coût de l'énergie, mais aussi au coût des produits alimentaires. Donc on voit bien que ce sont deux secteurs qui tirent vers le haut cette inflation. Et pas de chance pour la zone euro. L'euro lui-même, la monnaie, sa parité avec le dollar a dévissé d'un peu plus de 20% depuis le début de l'année, ce qui ne fait que renchérir évidemment le coût de nos importations et se répercute sur l'inflation intérieure, avec des situations assez préoccupantes
En Estonie, 22%. Aux Pays-Bas, 17%. En Italie, 13%. L'Allemagne a aussi franchi le seuil des 2 chiffres. Alors en France, c'est un peu plus faible parce qu'il y a des boucliers énergétiques qui ont été adoptés, parce que la structure même de la commercialisation des produits alimentaires n'est pas tout à fait identique au reste des pays de la zone euro. Donc on est relativement protégé, mais vous savez déjà que certains ménages commencent à se préoccuper et à faire des arbitrages, parfois au détriment des produits alimentaires. Alors est-ce que cette transition, je rappelle que la Banque centrale européenne avait considéré que cette inflation ne serait que transitoire, associée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la reprise économique assez puissante. Grave erreur, ce que n'avait pas fait d'ailleurs la Banque centrale américaine, qui a tout de suite compris que cette inflation s'installerait dans la durée et serait probablement structurelle. Alors il faut l'interpréter. Si cette poussée inflationniste va s'inscrire dans le temps long, probablement qu'il faut y voir un symptôme de cette transition, justement. Nous avons un basculement à opérer vers un nouveau modèle de production, fondé fondamentalement, pour ce qui concerne le secteur automobile ou autre, sur des batteries électriques notamment, qui requièrent des matières premières à usage industriel, comme le cuivre, l'aluminium, qui sont de plus en plus demandées pour faire cette transition, mais qui évidemment suscitent de l'inflation dès qu'il y a un ralentissement de l'offre. Pire encore, quand vous avez un pays comme le Chili, auquel on peut associer le Pérou, et qui représente à eux deux 40% de la production mondiale de cuivre, et que le Chili s'aperçoit que l'extraction du cuivre des mines qu'il détient occasionne des dégradations environnementales, eh bien, il impose des directives pour ralentir l'extraction de ce cuivre, ce qui évidemment entraîne un déséquilibre entre l'offre et la demande, et vous avez un prix du cuivre qui, malgré son léger repli, se situe encore aux alentours de 8 000 € la tonne, après avoir franchi les 10 000 il y a quelques mois. Donc probablement que nous sommes dans une période d'inflation qui illustre la première crise de la transition agroécologique, ce qui est quand même assez intéressant et qu'il faudra suivre. Alors, on parle beaucoup de mutation, mais pour un économiste, ça fait penser à quelque chose. Si cette mutation est réelle, bien qu'elle soit un peu ralentie par les 2 chocs que nous connaissons, la pandémie et la guerre, un économiste aura le réflexe d'aller voir Schumpeter, ce grand économiste viennois installé aux États-Unis par la suite, qui avait parlé, à travers sa vision des choses, de destruction créatrice. Nous sommes en train de détruire un modèle et d'essayer d'en créer un autre. Alors je ne vais pas vous lire toute la citation, mais il y a quelque chose qui m'interpelle toujours. Le processus de destruction créatrice engendre des situations où risquent de succomber beaucoup de firmes. Il n'existe certainement aucune raison pour essayer de maintenir indéfiniment des branches désuètes, mais il existe d'excellentes raisons pour essayer d'éviter qu'elles ne s'effondrent d'un seul coup et pour tenter de convertir une déroute en une retraite ordonnée. Est-ce que le modèle agricole antérieur est considéré comme désuet ? Si on doit passer à autre chose, quelles sont les modalités de l'accompagnement du passage d'un modèle à un autre ? Jusqu'où vont s'impliquer les pouvoirs publics pour avoir une retraite ordonnée et essayer d'ouvrir l'avenir à un futur un peu plus respectueux de nos ambitions écologiques et environnementales. Donc probablement que cette inflation est aussi une façon de lire ce concept de destruction créatrice, et je crois que l'agriculture rentre évidemment dans le périmètre. C'est un domaine économique emblématique de ce qui est en train de se passer. Mais les économistes, comme vous le savez, mais ce n'est pas spécifique à cette profession, sont particulièrement divisés. Donc, M. Schumpeter a eu des contradicteurs. Dans les années 30, 40, lorsqu'il débattait avec ses confrères, ses collègues, il avait en face de lui Alvin Hansen, qui avait parlé de stagnation séculaire. Et si l'inflation actuelle était aussi une expression de cette stagnation séculaire, c'est-à-dire d'une période de raréfaction des occasions d'investir, de cette incapacité à faire croître le capital privé,
stagnation durable, séculaire, qui a été pour Alvin Hansen la cause de la Grande Dépression de l'époque. Ce concept de stagnation séculaire a été restauré, réhabilité récemment par l'économiste américain Lawrence Summers, qui expliquait qu'il y avait une insuffisance telle de la demande globale, investissement et consommation, mais surtout investissement, que face à un excès d'épargne, eh bien, il y avait toujours un blocage de la croissance en deçà de son niveau potentiel. Donc ce sont des débats qui sont aujourd'hui restaurés, et nous avons énormément d'économistes autour de nous qui travaillent sur cette question, et encore plus dans la période actuelle. Alors vous comprendrez bien que, étant donné la complexité des choses, vous l'avez rappelé, Madame la Directrice encore, nous sommes non seulement dans une complexité terrible, mais dans une accumulation de contradictions. Et il va bien falloir évidemment en sortir un jour ou l'autre. Des contradictions économiques, je les ai un peu évoquées. Des contradictions politiques, il n'est pas besoin de s'arrêter longtemps là-dessus. Des contradictions internationales, vous les avez sous les yeux. Sans oublier qu'il y a à la clé la question de l'insécurité alimentaire dans le monde. Plusieurs travaux montrent que c'est, et en particulier ceux de la FAO, qui depuis 2017, de rapport annuel en rapport annuel, précise que l'insécurité alimentaire augmente. Ce processus de destruction créatrice va-t-il aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'il va y avoir, encore une fois, suffisamment de résistance pour le contrecarrer ? Cette gouvernance climatique, et c'est un peu pour ça que j'avais commencé ma première séquence sur ce thème, elle subit l'onde de choc de la guerre en Ukraine. Et de ce point de vue, la gouvernance climatique, il y a déjà un certain nombre de travaux qui commencent à être publiés sur ce thème, a révélé son impensé géopolitique. Le climat ne peut pas être détaché du monde. Alors c'est un vrai paradoxe, c'est une vraie contradiction. Le climat est aussi traversé par les crises, par les tempêtes, par les tensions dans les relations internationales. Il y a des réponses politiques, bien évidemment, on l'a vu avec la pandémie, on l'a vu avec la guerre, mais parfois ce sont des réponses politiques qui sont ou mal ajustées, ou incohérentes, en tout cas assez peu collectives. Il suffit de regarder un petit peu la façon dont a procédé et continue de procéder l'Union européenne. Donc ces deux chocs sont annonciateurs indéniablement d'un bouleversement de la mondialisation telle que nous l'avons connue au détour des années 80 et des règles de fonctionnement de cette mondialisation. Les chaînes de valeur dont on a beaucoup parlé sont en train d'être reconfigurées avec évidemment pour la question énergétique, agricole, la question des produits à usage industriel, qui va les posséder, qui va les acheter, qui va pouvoir les vendre, à qui, en fonction de quelle allégeance à telle ou telle nation. Tout cela rentre en ligne de compte. Sans oublier évidemment que cette guerre en Ukraine pourrait être annonciatrice d'autres conflits avec les bouleversements qui seront à la clé, bien évidemment, et les répercussions qu'il y aura sur le secteur agricole et en particulier sur le secteur d'élevage. Il en découle que pour se projeter dans l'avenir, il faut avoir maintenant à l'esprit que ce soit sur les terres cultivables, les terres d'élevage, l'eau, l'énergie, l'alimentation, ces paramètres sont maintenant enchevêtrés. Il y a partout des problèmes de démographie, la croissance économique peut accélérer ou ralentir, il y a des inégalités socio-économiques, il y a des crises climatiques, il y a un système de gouvernance tel qu'il a été construit après la guerre qui est désormais défaillant. L'exemple type, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Tout cela est le fondement même des risques qui sont encore devant nous, de pénurie, de révolte, de convoitise, de conflits, ce qui explique, selon moi, le retour de la souveraineté économique, de la souveraineté industrielle et de la souveraineté alimentaire. Par voie de conséquence, vous en avez entendu parler, le président de la République a à plusieurs reprises insisté sur cette nécessité de reconquérir notre souveraineté alimentaire. Donc il y a beaucoup de travaux à faire, beaucoup de chantiers, énormément d'énergie à déployer et surtout de discussions à avoir entre toutes
les disciplines. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup Thierry.